Ah, bonjour Linda. Bonjour Françoise. Bon. Euh, bonjour Fanny. Oui, l'aspirateur. L'aspirateur est calmé. Euh, ciao Lieto. Euh, est-ce que le son est bon pour commencer? Bonjour Val. Hello from la France. Good, le son est bon, excellent. OK. Et l'image aussi est bonne? OK, parfait. Excellent, on se donne un 30 secondes encore pour que les gens puissent entrer. Image parfaite, excellent. On va descendre ça un peu. Vous voyez mon beau chandail de Reverse. Allô Chantal? Good. 16 spectateurs. OK, parfait. Fait qu'on va commencer. On va commencer tout de suite. J'ai déjà quand même un peu de monde. Bonjour et merci à tous d'être ici. Comme j'ai expliqué dans ma publication, originalement, bon, j'avais juste pas pensé à mes choses exactement, mais originalement, euh, j'avais pensé faire, tu sais, un Facebook Live dans la dernière fin de semaine du défi pour expliquer aux gens comment arrêter le défi, comment réintroduire les végétaux pour ceux qui veulent Ah, cool, Joanne, excellent. Qui veulent réintroduire les végétaux et tout ça. Cependant, vendredi, je prends un avion et donc et je vais être parti pendant une semaine de temps à l'étranger. Et donc, je ne pourrai pas faire le Facebook Live en fin de semaine et non plus participer à ma fameuse course que j'ai cédulée là, à peu près 6 mois de ça. C'était au printemps qu'on a cédulé ça de mémoire. Donc, à ce moment-là, je ne savais même pas que je n'étais pas prendre l'avion en fin de semaine et je ne pouvais pas le prévoir. Donc, comme j'expliquais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette fin de semaine le Facebook Live de la réintroduction et pour ce qui est du tirage, le tirage pour le coaching pour les gens qui ont contribué 25 à la campagne de financement va se faire une semaine après. Donc, je vais refaire un petit Facebook Live rapide au retour. Donc, après le 5, je reviens le 5. Et donc, après le 5, je vais faire un petit Facebook Live rapide pour faire le tirage des coachings gratuits pour les gens qui ont participé.
Et aussi, prenez note que si vous n'avez pas encore participé, vous avez jusqu'à la fin de octobre, donc jusqu'au 31 octobre, pour le faire et pour pouvoir participer au concours. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le retour des nutriments, des végétaux. Pour ceux et celles comment, dans le fond, c'est plus comment finir le défi carnivore. Et euh, la première chose à déterminer comment vous allez finir votre défi carnivore, c'est de déterminer si vous voulez, pour commencer, le terminer réellement ou continuer l'expérience. Et comment faire pour déterminer cette première question-là? C'est simplement de voir, la première condition, c'est est-ce qu'au départ, vous aviez des conditions de santé X, Y, Z pour entreprendre un défi carnivore? Ça veut dire que est-ce que vous aviez quelque chose, un problème, une douleur ou quoi que ce soit qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais essayer, bonjour Jenny, je vais essayer un défi carnivore pour voir si ça a un impact ou pas sur ce problème de santé-là. Donc, ça, c'est la première question. Si vous avez simplement participé au défi, simplement pour voir, vous n'aviez aucune condition particulière, mais vous vous êtes dit, bon, je vais l'essayer un mois, et ainsi de suite. On va voir ça après. La première chose qu'on va voir, on va voir pour les gens qui avaient quelque chose, puis qui se sont dit, ben, je vais essayer ça. Et ça inclut, exemple, une perte de poids aussi. Donc, si vous vouliez perdre du poids, vous n'avez pas de problème de santé, entre guillemets, avec des gros symptômes, malgré que la perte de poids, c'est le surplus de poids, c'est un symptôme d'un problème de santé. Donc, si vous aviez une raison particulière, à partir de ce moment-là, vous avez une autre question à vous poser, c'est est-ce que j'ai vu des résultats ou pas? Donc, par exemple, on va prendre pour le niveau du surplus de poids. Si après un mois, ben, je vois que j'ai commencé à perdre du poids, idéalement, à ce moment-là, vous devriez continuer. Parce que, comme j'ai expliqué à maintes reprises, le carnivore, même si on fait un défi de 30 jours parce que c'est un chiffron, c'est un mois, on fait un mois, et c'est plus simple de cette façon-là. Cependant, la réalité, euh, comme j'ai expliqué dans le passé, c'est que la partie la plus importante de l'alimentation carnivore pour que les effets, les bénéfices commencent à apparaître, c'est réellement l'adaptation du microbiote. Et ça prend 45 jours au minimum, okay, à se produire. Donc, à ce moment-là, le fameux 30 jours, oui, il y a des gens qui voient des bénéfices avant 30 jours et à ce moment-là, c'est plus des bénéfices qui sont reliés à l'absence d'antinutriments dans leur alimentation. Et pour certaines personnes, cette absence-là est souvent suffisant pour que des bénéfices commencent à apparaître très rapidement à ce moment-là. Mais il peut y avoir d'autres bénéfices qui vont apparaître dans le futur après ça, quand le microbiote va être complètement adapté et tout ça. Donc, si vous voyez des résultats immédiatement, c'est sûr que il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, dans votre cas, vous seriez mieux au minimum d'attendre 2 semaines et voire même 3 semaines, puis de même peut-être faire un mois de plus. Et ce que je dis aux gens souvent, je l'ai répété hier, c'est de dire allez-y une semaine à la fois. Si vous avez vu un début de changement
dans votre condition, bien, allez-y, rajoutez une semaine, rajoutez 2 semaines pour au moins atteindre le 45 jours. Et après le 45 jours, ben, peut-être qu'une semaine de plus, vous pourriez voir encore plus de bénéfices parce que c'est pas dit que à 45 jours tapant, vous allez avoir un changement radical au niveau de votre condition de santé. Donc, à ce moment-là, vous devriez peut-être même prévoir de l'étirer un peu plus à ce moment-là. Maintenant, si vous aviez, si vous n'aviez, vous avez une condition, on rentre encore dans cette catégorie-là, et que vous n'avez pas vu aucun changement dans votre condition. Donc, exemple encore, je ne vais pas de la perte de poids, mais ça peut être au niveau des douleurs chroniques aussi. Euh, ça fait 1 mois que vous êtes carnivore et vous n'avez pas perdu une livre du tout. OK? Euh, que vous avez une condition de douleur chronique articulaire et que vous n'avez pas vu aucune diminution au niveau de votre douleur. À ce moment-là, effectivement, vous devriez étirer à 45 jours minimum. Tout simplement pour aller chercher justement le maximum de l'adaptation au carnivore au niveau du microbiote pour voir si à ce moment-là, vous avez un bénéfice ou pas. Et idem pour la perte de poids, vous n'avez pas perdu de poids, même pour certaines personnes, ça je l'avais dit au début, il est même souvent possible que vous ayez un gain de poids des fois dans les débuts de l'alimentation carnivore, c'est quelque chose qui se produit. Ça peut être de l'inflammation, ça peut même être des fois un petit peu de gras aussi qui est pris au début du carnivore. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. On continue et ça va se renverser, c'est sûr et certain. Donc, pour les personnes qui ont une condition et qui n'ont pas vu aucun changement, de continuer à 45 jours, c'est quelque chose qui serait intéressant. Mais je vous dirais aussi, ça devient une belle occasion de regarder ce qu'on fait, de voir est-ce que je mange un bon ratio gras-protéines. Est-ce que je mange trop de protéines, pas assez de gras à ce moment-là? Ou même le contraire aussi, le contraire est possible. Il y a des gens qui vont se gaver en gras, qui va entraîner une très grande satiété parce que le gras, ça reste que ça crée une grande satiété et que ces gens-là vont se mettre à négliger les protéines dans leur alimentation. Et ça, on ne veut pas ça non plus. Donc, on peut regarder, est-ce que effectivement j'ai un ratio qui va s'approcher du 1,5 grammes de lipides par gramme de protéines, peut-être 2 jusqu'à 2, mais je vous dirais que si votre ratio de lipides protéines est autour de 3 grammes ou 4 grammes. Hier, j'écoutais une vidéo YouTube justement sur une fille qui a monté à un moment donné dans un ratio 4 grammes de lipides par gramme de protéines. Là, vous avez un problème. À ce moment-là, vous êtes beaucoup trop élevé en lipides à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est un problème de manger autant de lipides que ça? La réponse, c'est non. Le problème, c'est qu'en mangeant autant de lipides que ça, vous allez nécessairement être carencé au niveau des protéines et c'est cette carence-là en protéines qui va devenir problématique. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Le ratio 4 grammes pour 1 gramme, c'est un ratio qui est utilisé à l'hôpital de Sainte-Justine pour les enfants qui font de l'épilepsie. OK? C'est des ratios extrêmes pour essayer de maintenir dans leur cas à eux, maintenir des cétonimies très, très, très élevées parce que dans leur cas, c'est justement la cétonémie qui est importante pour avoir un impact sur les crises d'épilepsie. On n'est pas là du tout dans notre cas à nous. Là. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui atteint un ratio de 4 grammes de lipides par gramme de protéines. C'est très difficile à faire. Il faut pratiquement boire de l'huile à la paille et c'est pas ce qui est le plus santé dans un contexte régulier où ce que vous n'êtes pas épileptique. Donc,
vous devriez plutôt aller vers un ratio vers 1,5 g de lipides par gramme de protéines. C'est quelque chose de très raisonnable, quelque chose entre 1,5 et 2 en fonction. Certaines personnes vont se sentir mieux avec un ratio de 1,1, 1,2, 1,3. Certaines personnes vont se sentir mieux avec des ratios un peu plus élevés, 1,6, 1,7. Donc, comme je vous expliquais, 1,5, c'est un ratio qui est standard. C'est simplement un guide, mais ce n'est pas une loi biblique. Okay? Ne prenez pas ça comme une loi biblique, ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devriez regarder. Regardez la fréquence de vos repas. Est-ce que vous mangez parce que vous avez réellement faim ou si vous mangez parce qu'il est midi ou il est 5 heures l'après-midi ou parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez rien à faire et ainsi de suite. OK? Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme je l'ai expliqué, être en cétose, c'est pas magique. Être en cétose, ça ne va pas perdre de poids à personne. Être en cétose peut même faire prendre du poids à certaines personnes qui ont besoin de prendre du poids. J'ai déjà eu à coacher des gens qui étaient en sous-poids et qui avaient besoin de prendre du poids et une alimentation cétogène, omnivore, avait réussi à renverser leurs problèmes de santé qui faisaient que ces personnes-là étaient en sous-poids et ils ont repris du poids. Ils ont repris de la masse musculaire, ils ont repris de la masse grasse et sont revenus à poids, un ratio de poids beaucoup plus santé pour eux. Donc, comme j'expliquais, la cétose ne va pas perdre de poids à personne, c'est pas magique. Et à ce moment-là, bon, j'ai perdu le fil de mon idée. Euh, c'est ça. Donc, les effets qui vont occasionner une perte de poids, dans le cas de la perte de poids, c'est le fait que le corps l'insuline va descendre, le glucagon va monter, le corps va récupérer la capacité de gérer le poids et il va provoquer des mécanismes qui vont vous faire perdre du poids. Donc, un de ces mécanismes-là, c'est de couper votre appétit. Et si vous vous mettez à manger à des occasions où vous n'avez pas faim, donc vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, bien, vous allez éliminer un des deux mécanismes que le corps a pour vous faire perdre du poids. L'autre étant le fait que le métabolisme peut accélérer pour pouvoir brûler plus de gras et de cette façon-là, vous faire perdre du tissu adipeux. Donc, si vous vous mettez à manger quand vous n'avez pas faim, ben votre corps, il n'a pas le choix et il doit en stocker une partie. C'est sûr, ça peut être plus difficile pour lui de le stocker parce qu'il n'y aura pas d'insuline, mais il va en stocker une partie, c'est sûr quand même. Et donc, si vous mangez avec en plus des taux élevés de lipides, vous pouvez avoir une diarrhée, et ainsi de suite, et filer mal, et un paquet de choses de cette façon-là. Donc, de regarder si vous mangez quand vous avez faim, c'est quelque chose qui peut être très important à ce moment-là. Donc, ça, c'est les choses quand vous aviez une condition que vous vouliez voir si l'alimentation carnivore avait un impact sur vous. Il peut y avoir d'autres conditions comme un SIBO. Un SIBO, pour les gens qui ne savent pas, c'est dans le fond, c'est une infection bactériologique des intestins. OK? Et donc, pour un SIBO, l'alimentation carnivore est très efficace pour renverser un SIBO. Cependant, pour un SIBO, souvent, on va même dire aux gens d'aller vers un 60 jours à ce moment-là pour venir à bout là, vraiment là, du SIBO complètement. Donc, à ce moment-là, si vous doutez d'un SIBO, eh bien, à ce moment-là, visez plus le 60 jours. Donc, ça, c'est les deux cas de figure quand vous aviez une condition au préalable. Pour les gens qui n'avaient aucune condition au préalable, qui ont fait ce défi-là simplement pour
faire le défi, à ce moment-là, il y a deux questions que, il y a deux, pas deux questions, mais il y a une question que vous devez vous poser et il va y avoir deux hypothèses possibles, deux scénarios possibles. Pour les gens qui avaient aucune condition, mais qui ont vu des améliorations dans leurs conditions de santé. Exemple, vous aviez des douleurs à des articulations, mais vous ne doutiez absolument pas que l'alimentation pouvait avoir un impact là-dessus. Et donc, c'est quelque chose qui, dans votre tête, il n'y avait aucune chance qu'il se produise quoi que ce soit. Donc, vous ne l'avez pas fait dans ce sens-là. Mais que à force de faire le défi, après 2 semaines, après 3 semaines, vous avez vu une amélioration. Pour d'autres personnes, ça peut être une condition de l'épiderme, une condition de la peau, des boutons qui ont disparu complètement, de l'irritation. Ça peut être un paquet de choses comme ça. Des fois, on a vu des personnes voir une amélioration de la vue, qui avaient besoin des lunettes, qui ont été obligés de changer leur prescription de lunettes. Ça peut être au niveau des hommes, exemple, qui ont vu qu'il y avait un début de calvitie qui semblait vouloir se renverser. Euh, euh, et ainsi de suite. Ça peut être un paquet de conditions, des choses qu'on ne douterait absolument pas. Et donc, si vous voyez un impact comme ça, puis que vous n'êtes pas encore sûr, vous ne pouvez pas dire oui, 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 c'est depuis que je suis carnivore, absolument. Bien, à ce moment-là, je vous recommande de vous donner une semaine de plus, de vous donner peut-être 2 semaines de plus, d'y aller au jour le jour de cette façon-là, pour voir si vous ne verriez pas d'autres conditions qui s'amélioreraient, ou encore une plus grande amélioration de la condition que vous avez vue s'améliorer. Ensuite de ça, il reste les personnes qui ont vu aucun changement. Et ces personnes-là, bon, vous n'avez vu aucun changement, c'est parfait. Demandez-vous à ce moment-là, est-ce que ça a quand même eu un avantage pour moi? Parce que j'ai vu des gens pour qui cette alimentation-là n'apportait aucun changement au point de vue de la santé, mais à cause de la très grande densité nutritionnelle, qui se sont mis à manger au MAD, et pour eux, c'était vraiment extrêmement simple, puis la diversité au niveau de leur assiette est pas tellement importante. J'ai vu des gens finir par adopter cette alimentation-là simplement pour ça. De dire, moi, le fait de prendre un steak, le mettre dans le poêle, le faire cuire 2 minutes, puis après ça, mettre ça dans mon assiette, puis de le manger, puis j'ai fini pour le restant de ma journée. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc, si c'est le cas, ben, au moins maintenant, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez faire à long terme. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas développer des carences, vous n'allez pas mourir du scorbut et ainsi de suite. Donc, c'est une possibilité pour vous. Et après ça, il y a, ou sinon, vous pouvez tout simplement, si vous avez gagné aucun avantage, même dans ce sens-là, ben à ce moment-là, vous pouvez décider de réintroduire les légumes. Maintenant, comment faire? La première chose, pour les gens qui décident de, de réintroduire, excusez-moi, pour les gens qui décident de continuer l'alimentation carnivore pour une semaine ou deux. Chez ces gens-là, il y en a qui vont le faire parce qu'ils sont curieux. Et si vous n'aviez pas de conditions, à ce moment, conditions préalables, à ce moment-là, vous pouvez commencer à réintroduire des épices. Il y a des gens qui me disaient, oui, carnivore, je pourrais, mais pas d'épices, ça, je trouve ça vraiment plate. Donc, vous pourriez, à ce moment-là, réintroduire des épices. Parce que les épices, même si c'est de source végétale, majoritairement,
ben, ça reste que c'est des quantités minimes de végétaux. Donc, vous ne devriez pas voir d'effet très, très marqué chez vous parce que vous n'avez pas vu d'amélioration. Donc, vous n'avez pas cette sensibilité-là nécessairement pour les personnes qui continuent pour des raisons thérapeutiques. Chez ces gens-là, je vous conseille fortement de ne pas réintroduire les épices immédiatement. Bon. Maintenant, pour les gens qui décident de réintroduire, de carrément réintroduire des végétaux, à ce moment-là, au niveau des épices, il n'y a pas de problème. Ce que vous devriez faire, spécialement pour les gens qui ont des conditions et que l'alimentation carnivore a aidé énormément, mais que ce soit complètement ou partiellement, ce que vous devriez faire, c'est de réintroduire un végétal à la fois. Exemple, vous décidez de réintroduire les brocolis. Donc, vous faites un repas carnivore dans lequel vous allez manger des brocolis et nécessairement, vous allez quand même favoriser la protéine et les brocolis vont être en accompagnement. Vous allez vous faire des brocolis que vous allez manger et ensuite, vous allez attendre 3 jours pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour voir si vous aviez, idéalement 3 jours, si vous avez un changement dans votre condition. Est-ce que la condition qui s'est améliorée est revenue à ce moment-là? Donc, vous aviez mal aux jointures, vous avez plus mal après le défi carnivore, vous mangez des brocolis et en 3 jours, votre douleur est revenue. Okay? La raison pour laquelle on attend 3 jours, généralement, c'est parce qu'il peut avoir un impact à délai. Il peut avoir un délai au niveau du retour des symptômes. Ça fait que si, admettons, vous prenez des brocolis la première journée et vous n'avez aucun changement, la deuxième journée, vous pouvez encore manger des brocolis, il n'y a pas de problème, et voir encore si vous avez un changement la troisième journée aussi. Si après 3 jours d'avoir mangé les brocolis, vous n'avez pas de problème, ben ça veut dire que pour vous, les brocolis ne sont pas problématiques. À ce moment-là, vous pouvez réintroduire un deuxième végétal. Donc, vous pouvez décider de réintroduire le chou-fleur, par exemple. Donc, là, vous arrêtez le brocoli pendant le test du chou-fleur et vous faites un repas avec du chou-fleur pendant 1, 2, 3 jours de cette façon-là. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez réintroduit plusieurs légumes de cette façon-là. Idéalement, je vous conseillerais de commencer par réintroduire les légumes que vous aimiez et que vous consommiez à une plus grande fréquence dans le passé. Pourquoi? Parce que c'est souvent ces légumes-là qui finissent par occasionner des problèmes. Quand vous consommez souvent un légume ou un végétal en particulier ou un produit qui peut potentiellement occasionner une intolérance, ben, c'est à ce moment-là souvent que l'intolérance va finir par se produire. Je donne souvent l'exemple de moi avec les produits laitiers, que j'ai mangé beaucoup trop de produits laitiers dans ma vie et aujourd'hui je suis rendu intolérant à la caséine dans les produits laitiers. Donc, si vous aimiez les brocolis énormément dans le passé et que vous en mangiez à tous les jours, 2 fois par jour, pendant des années et des années, bien, c'est fort possible que vous soyez rendu intolérant au brocoli. Et donc, à ce moment-là, commencez par le tester, lui, immédiatement. Et c'est de cette façon-là, vous allez pouvoir déterminer si oui, ce brocoli-là cause des problèmes pour vous ou non, s'il n'en cause pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de rebâtir votre liste de végétaux que vous pouvez consommer de cette façon-là. Et après ça, par la suite, ce que je vous recommande, c'est
si vous voulez réintroduire, mettons, vous finissez par réintroduire une quinzaine de végétaux que vous allez réintroduire à ce moment-là. Ah, puis en passant, groupe, si vous avez des questions, parce que je me garde une bonne période de questions là, à la fin, ce Facebook Live-là n'est jamais très très long. Allez-y avec vos questions, mais je vais les lire seulement à la fin de ma présentation. Comme ça va moins me déconcentrer, parce que malheureusement, j'ai le pouvoir de concentration d'un poisson rouge. Ça fait que on va y aller comme ça au niveau des questions. Parfait. Donc, ce que je vous disais, c'est que allez-y de cette façon-là avec les légumes. Et oui, c'est ça. Quand vous décidez, admettons que ça fait 6 mois et que vous jonglez avec une quinzaine de végétaux plus votre viande, tout va bien. Et là, vous dites, hey, c'est vrai, je pourrais manger des asperges, par exemple. Parfait. À ce moment-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment, mettons, arrêter de manger les végétaux une journée ou deux, de faire une ou deux journées carnivores. Après ça, de faire un repas avec des asperges et de refaire le même processus 2 jours, 3 jours d'asperges pour voir si les asperges ne causent pas de flame-up, donc de problèmes avec votre condition particulière de cette façon-là. Je m'excuse, c'était pas prévu. Donc, je vais juste fermer ça une seconde. Bon, je m'excuse. Ça, c'est pour les gens qui réintroduisent des végétaux et qui ont des problèmes à ce moment-là. Pour les gens qui n'avaient pas vraiment de problème et qui ne voient pas, excusez-moi, pour les gens qui n'avaient pas vraiment de conditions qu'ils pensaient qui étaient reliées à l'alimentation, mais que finalement, l'alimentation carnivore, le défi carnivore, a fait qu'ils ont découvert que certaines choses semblaient vouloir s'améliorer et qu'ils ne désirent quand même pas rester carnivore pendant encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. À ce moment-là, pour vous, ben, ça serait important de faire le retour à l'alimentation avec des végétaux de cette façon-là quand même, de réintroduire un végétal à la fois afin d'identifier, voir lequel des végétaux que vous avez éliminé pendant 1 mois qui a aidé à améliorer cette condition-là que vous ne soupçonniez pas qui était reliée. Donc, c'est le même processus, un végétal à la fois, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous trouviez celui qui occasionne le problème, qui augmente le problème. Et à ce moment-là, de la même façon, vous devriez commencer par les végétaux que vous appréciez le plus, que vous aimiez le plus, que vous mangiez sur une plus grande fréquence par rapport aux autres. Et après ça, pour ceux qui n'avaient aucune condition et qui n'ont vu aucune amélioration, eh bien, dans votre cas à vous, vous pouvez simplement réintroduire les végétaux de la façon que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Vous n'êtes pas obligé de réintroduire un végétal à la fois de cette façon-là. Après ça, est-ce que vous pouvez faire, une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux après ça faire un repas carnivore de temps en temps? La réponse à cette question, c'est oui. Il n'y a aucune contre-indication à faire des repas de carnivore à l'occasion ou de décider de faire du carnivore pendant 3 jours, 4 jours, après ça de manger omnivore. Pendant omnivore céto, on parle là. Quand je parle de omnivore, c'est toujours omnivore cétogène ou omnivore faible en glucides. Donc, si vous étiez modéré dans le passé, vous étiez omnivore modéré, ou c'est toujours dans ce sens-là quand je parle de omnivore. Je n'ai pas besoin de préciser à chaque fois que c'est omnivore céto. Je pense pas que personne va passer de carnivore à une alimentation omnivore glucidique. Je pense que vous êtes généralement, vous avez compris les bienfaits d'être au minimum faible en glucides. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller vers ça.
Il n'y a aucun problème avec ça. Surtout que vous avez relativement bien adapté maintenant votre microbiote pour ça. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté avec ça, c'est possible. Certaines personnes ont une plus grande flexibilité métabolique que d'autres. Donc, la flexibilité métabolique, c'est votre capacité à passer de l'alimentation carnivore à une alimentation omnivore, ou même, pour certaines personnes, c'est la même chose au niveau du céto. Il y a des gens qui peuvent manger céto, aller, mettons, chez des amis, manger un repas non céto et avoir aucun symptôme à part la sortie de la cétose. Mais à part de ça, avoir pas de diarrhée, pas de problème gastrique, tandis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça parce que s'ils vont chez des amis puis ils mangent un repas non céto, ben ils vont avoir de la diarrhée, ils vont avoir des problèmes gastriques pendant 2, 3 jours avant de revenir comme ils étaient avant. C'est la même chose avec le carnivore. Certaines personnes peuvent finir par exemple prendre 2, 3 jours de repas carnivore et se ramasser constipé ou en diarrhée à ce moment-là aussi. Et donc, il y a d'autres personnes qui peuvent justement faire ça puis alterner entre carnivore et omnivore sans aucun problème. Ça, c'est une chose que vous allez découvrir par vous-même. Il n'y a pas de patterns qui sont très, très, très standards à ce moment-là. Ensuite, sur le fait de sortir du défi, pour les gens qui ont dû modifier certains suppléments alimentaires, comme par exemple le magnésium, c'est possible que vous soyez obligé de revenir à ce que vous aviez avant, mais ce n'est pas nécessairement le cas aussi. J'ai vu des gens qui ont fait le défi carnivore, qui ont coupé le magnésium pendant le défi carnivore parce qu'ils n'en avaient plus besoin, et qu'après sont revenus à une alimentation omnivore et qu'ils n'ont pas eu besoin de recommencer le magnésium, ou ils ont été obligés d'en reprendre, mais à l'occasion seulement, ce qui est une très bonne chose en passant. Donc, allez-y en fonction de votre ressenti. Un dernier point sur le retour, c'est au point de vue des électrolytes. Chez certaines personnes dans le défi carnivore ont eu besoin de diminuer énormément le sel. Chez certaines personnes ont eu besoin de couper complètement le sel. Euh, ces personnes-là, vous allez peut-être devoir réintroduire du sel éventuellement si vous repassez une alimentation avec des végétaux. Donc, mais de toute façon, les électrolytes, c'est quelque chose qu'on devrait de toute façon réajuster au quotidien en fonction de notre contexte. Si on fait du sport, pas de sport, on fait du cocooning, pas de cocooning, et ainsi de suite, en fonction de ce qu'on mange. Donc, vous devriez quand même toujours suivre votre ressenti par rapport aux électrolytes. Vous allez finir par développer une certaine sensibilité aux électrolytes. Vous allez savoir quand vous allez avoir un besoin d'électrolytes, d'augmenter vos électrolytes ou pas, potassium, sodium et ainsi de suite. Donc, ça ne devrait pas changer au niveau du carnivore, mais oui, c'est vrai qu'en carnivore, souvent, on a besoin de prendre moins de sel. Et voilà. Donc, au niveau du retour des végétaux, c'est globalement ce que j'avais à dire là-dessus. Et donc, je vais prendre vos questions si vous avez des questions. Il y avait Marie, si on doute que les produits laitiers sont problématiques, mais que ça nous fait toffer en carni, est-ce que c'est mieux alors d'être céto sans produits laitiers ou carni avec? Sans les produits laitiers, pas certaine que c'est viable le carni pour moi. Euh, Écoute, ça c'est le genre de question qui est très difficile à répondre parce que euh, c'est une question de toi de décider si ta problématique, à quel point ta problématique est envahissante pour toi ou pas.
exemple, pour moi, les produits laitiers, quand j'en consomme, je vais gonfler comme le bonhomme Pittsburgh. Je vais prendre 3, 4, 5 livres très, très rapidement et je le sais. Est-ce que je suis prête à vivre sans aucun produit laitier pour le restant de mes jours? La réponse, c'est non. J'adore la crème glacée, j'adore les produits laitiers, je sais que c'est une addiction. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'en prends, mais à l'occasion. Et j'accepte le fait que quand je vais en prendre, ben je vais prendre 3, 4 livres sur la balance très rapidement. Et c'est quelque chose que j'accepte. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Ensuite de ça, je cesse un coup que je suis content, que je suis satisfait. Désolé pour l'aspirateur. C'est mon ordi qui décide de faire ça de lui-même. Donc, je décide d'en prendre, je me satisfais et après ça, je repasse un carnivore sans produits laitiers à part du ghee. Mais le ghee n'est pas problématique parce qu'on enlève le lactosérum et la carnitine sur le dessus. Et à ce moment-là, ben, il reste juste le gras et ça, c'est pas problématique. Donc, dans mon cas à moi, ça ne me cause pas un gros problème de prendre 3, 4 livres rapidement parce que je le sais que c'est de l'eau, c'est pas du gras et ainsi de suite. Fait que pour moi, c'est pas problématique. Mais si, exemple, quelqu'un a des douleurs articulaires à cause de l'arthrose ou qu'il a une condition auto-immune et que les produits laitiers viennent amplifier les douleurs ou la condition auto-immune, bien à ce moment-là, ces personnes-là peuvent finir par décider qu'ils vont abandonner les produits laitiers parce que c'est trop douloureux ou c'est trop envahissant comme problématique à ce moment-là. Mais si ces personnes-là voient que le carnivore ne serait pas viable pour eux parce que ça devient beaucoup trop restrictif, ben à ce moment-là, cette personne-là est mieux d'aller vers un céto omnivore sans produits laitiers. Si le fait de rajouter, exemple, quelques végétaux comme des avocats, du brocoli, ces choses-là, quelques végétaux va leur permettre de rendre leur alimentation viable à long terme. Euh, exactement, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ils sont mieux de cette façon-là. Donc, et là, je passais à la troisième question, puis je reviens à la deuxième après. Oui, absolument. Tu peux absolument tester les produits laitiers comme les végétaux. Les produits laitiers, par expérience, ça peut prendre plus que 2, 3 jours. Moi, je te conseillerais d'y aller vers euh, OK. Je te conseillerais d'y aller plus vers une semaine, OK, au niveau des produits laitiers. Et même plus que ça, pas plus que ça dans le sens plus longtemps, mais les produits laitiers, OK, euh, comme j'expliquais, tu peux les couper pendant une semaine ou même 2 semaines de temps pour voir si ta condition, surtout dans un contexte carnivore. Mettons, tu peux essayer de faire une semaine carnivore complète sans aucun produit laitier, à l'exception du ghee. Comme j'expliquais, le ghee, c'est pas problématique. Euh, donc, tu peux essayer de faire une semaine complète. Et ensuite de ça, si tu vois que ta condition s'est améliorée, tu peux tester aussi pour la caséine de type A1, A2. Parce que généralement, l'intolérance aux produits laitiers va venir de la caséine, pas du lactose. Le lactose, si tu es intolérant au lactose, c'est parce que tu n'as pas la mutation génétique qui te permet de produire la lactase qui permet la digestion du lactose. Et ça, c'est une condition génétique. Ce qui fait que tu ne peux pas la développer à 30 ans, exemple. Tu ne peux pas devenir intolérant au lactose à 30 ans. C'est pas vrai. C'est soit que tu l'as ou que tu ne l'as pas. C'est tout. OK?
Donc, à ce moment-là, on parle principalement d'une intolérance à la caséine. Certaines personnes peuvent avoir une certaine sensibilité au, au lactosérum à cause des acides aminés qui sont contenus dedans, le profil des acides aminés, mais c'est beaucoup plus rare. Au niveau des produits laitiers, comme j'expliquais, c'est vraiment la caséine. Et dans la caséine, il y a deux types de caséine. Il y a la caséine de type A1 et le type de caséine A2. Le type de caséine A1, c'est celui qu'on retrouve chez la 99% des vaches laitières d'où on tire le lait pour les produits laitiers. Et c'est la caséine la plus difficile pour l'être humain à digérer. Donc, vous pouvez faire le test avec la caséine de type. Mettons, vous coupez la caséine de type A1, toutes les caséines au complet, vous vous améliorez. Donc, vous êtes intolérant à la caséine de type A1, vous pouvez la réintroduire pour voir. La condition revient, donc ça vous le confirme. Ce que vous pouvez faire, c'est l'éliminer complètement pendant une semaine. Un coup, vous n'avez plus de symptômes. Vous pouvez tester avec des produits laitiers de type A2. Principalement, vous pouvez, il y a certaines vaches qui donnent du lait de type A2. Au Québec, on a, exemple, la fromagerie Missisquoi qui vont produire des fromages avec du type A2. Et il y a des laiteries aussi qui vendent du lait ou de la crème avec, fait avec du lait de type A2. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher. En Europe, mes amis européens, je ne sais pas si vous avez ce type de produit-là au niveau du lait de vache. Cependant, vous pouvez aller aussi tester avec des fromages de chèvre. OK? Parce que chez les chèvres, la caséine, c'est une caséine de type A2. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai introduit beaucoup plus de fromage de chèvre maintenant dans mon alimentation pour éliminer justement une partie de la caséine que je consommais avec les fromages de lait de vache à ce moment-là. Ça, c'est une chose que vous pouvez tester au, au niveau là, des produits laitiers. Même que moi, ce que j'avais fait à un moment donné, j'avais acheté du lait 5% de type A2 et j'avais fait mon propre yogourt avec et j'en ai consommé deux. J'avais fait deux fois deux très gros pots. Bon, tu vois, Marie, exactement, tu vois, avec le fromage de chèvre. Donc, il y a des très grosses chances que tu sois intolérante à la protéine de la caséine de type A1, absolument. Donc, tu peux le faire. Françoise, A2, ce sont les vaches de race ancienne. Je ne sais pas exactement, mais je vais, après le, ouais, excusez-moi une seconde, je vais juste mettre ça ici. Ouais, ça y est. Donc, ça ici, ok, pendant une heure. Donc, oui, c'est une façon de faire. Euh, Vache Jersey, surtout. Hein, je pense ça, mais je vais publier un article qui l'explique exactement. Au niveau là, de la différence entre les types de A1 et A2. Effectivement, Matécha, en carnivore, la glycémie devient extrêmement plate. C'est super le 4 semaines de carni pour toi. Autre question. Avant carni, je prenais une plante pour réguler mes hormones. Sous forme teinture, ma raison de 1,5 minutes le matin, 1,5 minutes le soir. Si je recommence, la catastrophe ou pas. Marie, au niveau de ta gélule, euh, sous forme teinture mère, je ne sais pas c'est quoi une teinture mère, en fait. Je ne sais pas si c'est un autocorrect ou quelque chose comme ça. Mais écoute, tu peux l'essayer simplement. Donc, tu sais, l'idée, quand on teste quelque chose, groupe, c'est toujours d'éliminer le plus de variables possible. Ce qui veut dire que
je dois manger, essayer, tu sais, de pas rien changer pendant votre test, excepté votre test. Fait que si, exemple, je prends les gélules, je décide de tester mes gélules, bien, ce que je vais faire, c'est que pendant 3 jours que je prends ma gélule, je vais manger sensiblement la même chose. Donc, c'est pas le moment de, d'essayer. Mettons, je mange un steak le jour 1, un steak de bœuf le jour 1. C'est pas le moment d'essayer de manger un steak de kangourou le jour 2 si c'est quelque chose que je mange jamais. Vous comprenez? Gardez vos tests pour un à la fois seulement. Ce qui veut dire que si je teste mes gélules, ben, je vais manger un steak le jour 1. Idéalement, un steak ou du bœuf, steak haché, mettons, le jour 2. Et le jour 3, je vais peut-être manger encore du steak haché avec un peu de bacon. Comprenez? Donc, ça, c'est des choses que je mange souvent, que je sais que j'ai aucun problématique avec. C'est comme ça que je vais pouvoir, si après 3 jours, je me ramasse avec de l'urticaire, ben je sais que c'est la gélule qui a fait ça, parce que c'est la seule chose que j'ai changée. Mais si j'ai mangé un steak de kangourou pendant ça, que je n'avais jamais mangé, bien là, je me ramasse avec le questionnement, est-ce que c'est le steak de kangourou qui a causé mon urticaire, ou si c'est ma pilule qui a causé mon urticaire? Donc, à ce moment-là, vous devez éliminer le maximum de variables possibles. Quand vous faites un test, allez-y avec vraiment 2, 3 jours très plate, là, dans le sens où ce que vous mangez toujours la même chose, là, et pendant ce temps-là. C'est vraiment, ça s'appelle une teinture mère. Bon, ok, je vais aller voir ça parce que je connais pas ça, une teinture mère. Une plante très concentrée avec alcool. Parfait. Donc, pour ça, après ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé tantôt, y compris le beurre, il faut le supprimer dans le cas de suppression des produits laitiers. Valfit, oui, le beurre, parce que le beurre contient la caséine et le beurre contient aussi le lactosérum. Ce qui fait que même si on consomme pas, généralement pas énormément de beurre, ça peut être suffisant pour activer l'intolérance à ce moment-là. C'est pour ça que je parle du ghee, qui est le beurre clarifié. Donc, si vous voulez éliminer le ghee aussi, c'est correct. Vous pouvez à ce moment-là utiliser d'autres types de gras, du suif, du gras de porc, du gras de canard, ainsi de suite, gras de bacon et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi conserver le ghee comme tel parce que votre ghee, c'est du beurre, c'est juste le gras qui est gardé. On élimine la caséine quand on fait le ghee et on élimine le lactosérum. Fait qu'il reste juste, on élimine les deux éléments à l'intérieur, 2 nutriments à l'intérieur du beurre qui peuvent causer les problématiques et on conserve la portion qui n'est pas problématique comme telle. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut conserver le ghee dans un processus d'élimination, mais qu'il faut éliminer le beurre à ce moment-là, quand on élimine les produits laitiers nécessairement. C'est comme j'expliquais tantôt, quand j'ai fait mon test, moi, pour la A1, A2, je m'étais fait 2 très gros pots de yogourt que j'ai mangé pendant 2 semaines de temps. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu qu'après 2 semaines à manger quotidiennement du yogourt de type A2 que j'avais fait moi-même, j'avais pas enflé, j'avais pas gonflé, pas fait de rétention d'eau, j'avais eu aucune réaction. C'est de cette façon-là que j'ai confirmé à 100%. Non, c'est ça, Benoît. Quand tu fais du beurre brun sans éliminer la mousse et le fond du chaudron, ton beurre va conserver la caséine, va conserver le lactosérum.
oui, les propriétés risquent d'être modifiées un peu, mais à ce moment-là, mais tu vas quand même avoir la protéine. Et dans un cas comme ça, je l'éliminerai complètement. C'est ce que tu peux faire, c'est un peu faire ce que moi je fais quand je fais mon gui. Quand moi je fais mon gui, je laisse coller le beurre dans le fond pas le beurre, mais je laisse coller le lactosérum au fond du chaudron et jusqu'à temps qu'il vire brun foncé. J'essaie de ne pas le laisser brûler. Des fois, je passe droit, mais je l'emmène le plus foncé possible, presque brûlé. Parce que, pour deux raisons, ce que ça va faire, c'est que mon gui va devenir ambré, très foncé, et mon gui va avoir le goût du caramel. Donc ça va donner le goût du caramel à mon gui. Mais étant donné que le fond a collé, à ce moment-là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever la caséine sur le dessus avec une cuisette fine et je verse mon liquide et j'ai pas besoin de me casser la tête avec le lactosérum dans le fond parce qu'il est complètement brûlé dans le fond, complètement collé au fond du chaudron. J'ai besoin de frotter un peu plus mon chaudron pour le laver par la suite, mais ça me donne un gui qui goûte le ciel et donc à ce moment-là, c'est vraiment bon. Ça réduit en quantité? Non, non, ça ne réduit pas en quantité. Pas du tout, parce que le gras, le ghee, la portion liquide du ghee, atteint pas son point d'ébullition, ben, un petit peu, là, mais il n'y a pas de grande vapeur de lipides qui vont s'échapper pendant très longtemps, là, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il n'y a pas de perte en quantité là, au niveau du ghee. Ça fait un petit bout, Marie, que je veux le faire et je te promets que je vais le faire très, très, très rapidement. Je vais faire une petite vidéo sur ma technique pour faire le gui. Et je vais peut-être même, vu que c'est très pluvieux aujourd'hui, là, je vais peut-être même en profiter après-midi pour le faire. Ah, c'est vrai, il me reste encore des livres de beurre. Je pense que oui. Sinon, j'irai en acheter une, puis je vais vous montrer ça. Je vais aller acheter une livre de beurre au Pire Aller. Je pense qu'il m'en reste plus dans le congélateur pour vous montrer la technique, là, parce que ça fait trop longtemps que je dis à tout le monde que je vais faire la petite vidéo pour faire mon guide. Donc, après ça, Sylviane, de mon côté, je suis sensible au lait, yaourt, mascarpone, je gonfle un peu plus, mais pas au beurre. Est-ce que ça veut dire peut venir du fait qu'il n'y a pas de glucides dans le beurre, contrairement aux autres produits laitiers? Sylviane, euh, comme j'expliquais, non, c'est pas parce que dans le beurre, il y a des glucides. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de glucides parce qu'il y a du lactosérum dans le beurre. Et le lactosérum, ça contient entre autres du lactose. Le lactose, c'est un glucide, c'est un sucre carrément. Tout ce qui est fini en ose, O-S-E, c'est un sucre automatiquement. Donc, dans le lait, les principaux sucres, mettons, je prends du lait de vache, là, du lait de vache, ça contient principalement trois sucres. Ça va contenir du lactose, ça contient du galactose et ça contient du glucose, du lactose et du galactose. Ça, c'est les trois principaux sucres qu'on retrouve à l'intérieur du lait. Quand on fait du beurre, on n'élimine pas du tout le lactosérum. Le lactosérum va rester là. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on va éliminer une grande partie de l'eau dans le lait et on va conserver la crème. Dans le fond, on prend la crème, on élimine une grande partie de l'eau dans la crème pour être très précis. Donc, on élimine l'eau dans la crème pour récupérer le gras, mais le gras, il y a aussi le lactosérum et la caséine dedans. Ensuite de ça, quand on prend ce beurre-là et on le met dans un chaudron pour le faire chauffer, le faire bouillir,
Et ça, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on sépare les lipides du lactosérum et de la caséine. C'est à ce moment-là qu'on peut l'éliminer complètement. Donc, il n'y a pas de glucides dans le ghee, il y a des glucides dans le beurre. Dans ton cas à toi, probablement que la raison, que tu as des problèmes, les raisons pour lesquelles tu as des problèmes, c'est au niveau que tu gonfles, c'est probablement pas à cause du lactose, parce que l'intolérance au lactose, c'est quelque chose d'assez violent, c'est quelque chose d'assez... premier symptôme qu'on a quand on est intolérant au lactose, c'est des douleurs abdominales très intenses. C'est très, très intense au niveau des douleurs abdominales. L'autre chose qu'on va avoir aussi, ça va être des gaz. C'est des très gros gaz, des gaz très malodorants, et ainsi de suite. OK? Et il va y avoir des crampes abdominales et tout ça. Donc, les symptômes sont généralement très importants. Pour les gens qui sont un peu moins tolérants au lactose, il va quand même avoir des douleurs et des gaz et des gonfles, des ballonnements au niveau abdominal. Tandis que quand ce que tu me sembles me décrire, c'est plus quelque chose qui ressemble à l'intolérance à la caséine de type A1 entre autres. Et oui, il y en a dans le beurre, mais il n'y en a pas une tonne par rapport aux produits laitiers comme le yogourt, le mascarpone. Et quand tu consommes du beurre, en général, ça va être dans des proportions beaucoup plus faibles que dans un yogourt. Okay? C'est rare que quelqu'un va manger je ne sais pas moi, mettons 250 ou mettons 125 millilitres de beurre, mais 125 millilitres de yaourt, ça, tu peux le manger très facilement. Idem pour le fromage, idem pour ainsi de suite. Okay? Euh, Ensuite de ça, ce qui va éliminer les glucides dans les produits laitiers, je l'ai expliqué, il y a la façon de faire du ghee, mais ensuite de ça, il y a une autre technique et c'est la fermentation. Donc, si je prends du yogourt, ben, le yogourt va contenir moins de glucides que le lait parce que les bactéries qui ont bouffé, ben, dans le fond, c'est ça. L'augmentation du nombre de bactéries dans le yogourt, parce que du yogourt, dans le fond, c'est du lait avec beaucoup de bactéries, c'est le fait que les bactéries ont bouffé les glucides, donc ils ont bouffé le lactose, le galactose et le glucose à l'intérieur du lait, se sont reproduits, et la quantité a augmenté, c'est devenu du yogourt. Si je continue avec ça, à ce moment-là, il va se ramasser avec des motons, et ça va devenir du fromage. Et si je continue, ben mon fromage, au début c'est le fromage à pâte molle, le fromage va devenir un fromage à pâte ferme. Puis si je vieillis mon fromage, ben, je peux me ramasser avec du cheddar vieilli 5 ans. Okay? C'est une façon de voir les choses. Et donc, au fur et à mesure que le processus dure, ben, les bactéries mangent les glucides, ce qui veut dire que dans un cheddar vieilli 5 ans, il y a beaucoup moins de glucides que dans le lait à l'origine et c'est ainsi de suite. Donc, le fromage contient moins de glucides que le fromage à pâte dure contient moins de glucides que le fromage à pâte molle. Les fromages à pâte molle contiennent moins de glucides que le yogourt. Le yogourt contient moins de glucides que le lait et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'arrive pas à faire 100% carnivore, j'arrive pas à faire 1,5 de lipides en supprimant tous les produits laitiers et le beurre. Je suis écœuré par les gras liquides, le type Saint-Doux, le gras de canard, etc. Le ghee, j'utilise, mais ça fait pas le compte. Euh, tu finis par avoir quel ratio? Tu sais, comme j'expliquais tantôt, euh, le 1,5, c'est un guide. J'ai des gens qui
sont plus autour de 1,3 et qui n'ont aucun symptôme, que ça va très très bien et qui n'ont pas de manque d'énergie et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on peut aller, c'est pas obligé d'atteindre le chiffre précis de 1,5. Le 1,5, c'est pour avoir une idée. L'idée, c'est de manger au minimum autant de lipides que de protéines. Et souvent, ce que je recommande aux gens, parce que je ne recommande jamais de compter, ce que je dis aux gens, c'est pas compliqué, et c'est la même chose que ce soit en céto-omnivore qu'en carnivore, c'est que si, absolument, ça c'est vrai, 1,1, 1,2, ok, et comment tu files à 1,1, 1,2, Val? Comment tu te sens? Ok? Parce que ce que je dis aux gens, le meilleur guide, c'est pas compliqué, c'est vous devez avoir du gras dans votre assiette. Donc, dans le sens où vous faites cuire votre steak, vous prenez votre gras de cuisson et vous le versez dans votre assiette après pour qu'il y ait un gras liquide un peu dans votre assiette, pour que chaque bouchée que vous prenez ait trempé un peu dans le gras liquide de votre assiette. Si chaque bouchée a trempé comme ça et que vous avez mangé, votre ratio est bon. Okay? À moins que vous ayez mangé, exemple, de la poitrine de poulet. OK? Ça fait plaisir, Sylviane. Euh, bon, si ça va bien de cette façon-là, Val, continue comme ça. OK? Le feta, donc le feta de chèvre et brebis n'a pas de. Il contient de la caséine, mais c'est de la type A2. Les chèvres et brebis, c'est de la caséine de type A2, donc c'est celui qu'on peut consommer. Ça fait qu'à ce moment-là, vas-y de cette façon-là. Tu n'as pas besoin de le compter. Première chose, c'est comme je te dis, si ton assiette, il y a du gras dans le fond, que chaque bouchée a trempé un peu dans le gras, tu la manges. Et après ça, tu peux marcher, courir, faire tes activités, il n'y a pas de manque d'énergie, tu te sens bien, pas de mal de tête et ainsi de suite. Ton ratio, il est parfait, tu es carnivore et il n'y a aucun problème de cette façon-là. C'est ça, exactement. Donc, et voilà. Ça, c'est la façon de voir pour ça. Et aussi, il faut toujours prendre en considération, c'est ça. L'idée aussi, pour ne pas être obligé justement de boire du gras à la paille ou au verre, de prendre un verre de gras quand on a fini de manger, ben c'est au départ de manger des viandes qui sont grasses. Ça fait que quand vous mangez du bœuf, essayez le plus possible de privilégier des coupes qui sont grasses versus les coupes maigres. OK? Parce que si vous prenez un beefsteak français tout rouge, qui n'a pas de persillage, rien dedans, vous allez devoir ajouter beaucoup plus de lipides à ce moment-là. Mais si vous prenez une entrecôte qui est tout persillée, on prend l'autre extrême, un wagyu, une entrecôte de wagyu, donc cette viande-là, un wagyu, d'après moi, il doit avoir autour de pas loin de 25 grammes de gras par 100 grammes de viande. Fait qu'on est déjà avec un steak de wagyu sans gras de cuisson, on est déjà probablement à 1 pour 1. Là. OK? Donc, ça c'est l'autre extrême. Fait que ça veut dire qu'un steak de wagyu, en théorie, je le mets dans la poêle sans même gras de cuisson. Je saute des deux côtés, je cuis des deux côtés et je le mange, puis j'étais à 1 pour 1. Fait qu'à ce moment-là, atteindre mon ratio de 1 pour 1 minimum, avec ça, c'est très facile. Tandis que, exemple, le poulet, bien, si je mange un poulet, je vais privilégier la cuisse avec la peau, parce que le brun, c'est la portion la plus grasse, avec la peau qui va contenir le gras. Et d'avance, un poulet, c'est pas très gras. Donc, je sais que je vais avoir besoin de mettre beaucoup plus de beurre à ce moment-là, de tremper chaque bouchée dans du beurre, pour arriver à un ratio qui est raisonnable dans un cas comme celui-là. C'est la même chose pour le poisson. Tous les poissons d'eau froide, nécessairement, sont plus gras. Pourquoi? Parce que le gras sert d'isolant thermique pour les poissons, ce qui fait que du thon, du saumon, c'est des poissons qui sont de la truite, c'est des poissons d'eau froide, donc c'est des poissons qui sont plus gras.
Si vous mangez du poisson, essayez d'opter pour des poissons comme ça, qui sont déjà plus gras, donc vous allez avoir moins besoin d'ajouter de gras par la suite pour arriver à votre ratio. Est-ce qu'un repas où ce que vous avez un peu moins de gras que de protéines, c'est problématique? La réponse, c'est non. Vous pouvez le faire une fois ici et là, parce que je sais qu'il y a des gens, moi, du gras dans l'assiette, quand j'ai fini, je lèche l'assiette. Donc, c'est pas un problème pour moi, mais je sais que je suis une exception là-dessus et qu'il y a des gens pour qui trop de gras, ça les écœure, puis je peux comprendre ça. Donc, à ce moment-là, ne vous forcez pas non plus à consommer trop de gras pour rien. La fameuse la maladie du caribou, le mal du caribou, le protein poisoning, c'est quelque chose qui se produit quand on fait plusieurs repas de viande, repas carnivores, dans lequel le ratio lipides-protéines est mauvais. Donc, c'est pas ah, ben super, ben, excellent. Donc, à ce moment-là, tu n'auras pas de problème de cette façon-là. OK? Euh, oui, exactement, Marie. Tu peux le rentrer dans une application pour aller voir les quantités de viande et le type. Ça va vous donner une bonne idée. Bon, tu vois, mais tes chats, parfait, ça. Oui, Lieto. Ben, tu vois, même ma planche, je la liche. J'essaie juste de ne pas avoir des charpes dans ma langue. Mais bon, ça fait que. Mais c'est ça. Donc, c'est pas quelque chose que vous n'allez pas tomber raide mort parce que vous avez mangé un repas où ce que vous aviez 0,8 grammes de lipides pour 1 gramme de protéines. OK? Certaines personnes plus sensibles peuvent se sentir un peu plus mal après un repas comme ça, mais généralement, c'est quelque chose qui va se produire après 2, 3, 4 jours, 5 jours de cette façon-là. C'est une accumulation. Moi, j'ai plein de carnivores qui lichent leur assiette. J'adore ça. J'ai parti un mouvement de révolte, de licheux d'assiettes. J'espère que le jour où je vais mourir, ça va être indiqué sur ma tombe CJ, l'initiateur du mouvement de lichage d'assiettes. Ben, Marie. Au restaurant, mais chez les amis, on demande de fermer les lumières pendant quelques secondes. OK, Linda, les choses d'assiette aussi. OK, pourquoi on n'est pas rassasié même après avoir mangé une bonne quantité de viande et gras en respectant le ratio? Euh, OK. Ça, c'est un phénomène qui arrive et la raison pour laquelle ça arrive, on ne sait pas. OK? Mais ça arrive très, 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 très fréquemment chez les gens qui adoptent une alimentation carnivore. Chez certaines personnes, ça va arriver dès les premiers temps, donc après la deuxième, troisième semaine. Chez d'autres personnes, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de se produire. Mais, comme par exemple pour moi, ça avait pris 1 mois. Après 1 mois, je m'étais mis à avoir faim. Faim, je mangeais 2 repas par jour. Je n'aurais même des fois mangé 3. Et je mangeais des assiettes de fou. Je pouvais manger 2 entrecôtes, je pouvais manger 5 œufs. Ça n'avait pas de bon sens à quel point je pouvais manger. Tellement qu'à un moment donné, après 5 mois de ça, donc 6 mois du défi carnivore pour moi à ce moment-là, quand j'ai commencé, il y a 5 ans,
je m'étais mis à calculer ce que je mangeais. Et bon, je l'avais calculé en calories, là. C'était justement pour justement dire ou expliquer aux gens que les calories, ça euh, que les calories ne comptaient pas. Et donc, j'avais calculé et j'avais calculé que je mangeais en moyenne à ce moment-là autour de 4800 calories par jour. Donc, il y a des journées qui étaient plus hautes que 4800, d'autres un peu moins, mais c'était toujours autour de 4800 calories par jour que je mangeais. Et mon activité physique n'avait pas changé du tout, du tout, du tout. Et comme j'expliquais, pourquoi on est comme ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Et au bout du 6 mois, est-ce que j'avais pris du poids parce que je mangeais comme un ogre? La réponse, c'est non. Quand j'avais commencé mon défi carnivore, au début, je pesais 175 livres et 6 mois après, je pesais 175 livres. Cependant, ce qui avait changé après 6 mois, c'est que mes jeans ont passé de 32, OK? Même marque, même modèle de jeans. Et après 6 mois, mes jeans que je m'étais réachetés après, même marque, même modèle, c'était des 28. Au Québec, on est en pouces, donc j'ai passé de 32 pouces de taille à 28 pouces de taille, ce qui veut dire que j'ai perdu 4 pouces de taille en 6 mois en mangeant 4800 calories. Est-ce que les calories comptent dans l'alimentation? La réponse c'est fuck all. Absolument pas. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Naturellement, à un moment donné, mon appétit s'est mis à diminuer et diminuer et diminuer. OK? Et je sais que quand je publie mes assiettes, pour la plupart des gens, c'est des quantités énormes. Mais dites-vous une chose, c'est que j'ai une très bonne fourchette depuis longtemps et que je pourrais très très bien survivre en mangeant beaucoup moins que ce que je mange là. Puis ça fait partie de mon objectif à moi personnellement de diminuer un peu mes portions. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, mais on a tous à combattre nos démons. Et moi, mon démon, c'est la gourmandise. Je le sais, je suis quelqu'un de gourmand et j'aime manger des bonnes quantités. Fait que je suis au MAD 99,9% du temps. Comme là, hier, j'ai mangé deux repas. Je l'ai publié, j'en ai parlé et j'ai expliqué que justement, j'ai mangé 2 repas hier, pas parce que j'avais besoin de manger 2 repas, simplement parce que j'avais le goût, c'était de la gourmandise, j'avais le goût de manger 2 repas. C'est pour ça que j'ai mangé 2 repas à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose que je fais sur une base régulière. Mais bon, tout ça pour dire que maintenant, quand je mange réellement à ma faim, mes assiettes sont beaucoup moins importantes que ce que j'ai mangé pendant cette période de temps-là. Et ça, c'est pas moi. Oui, exactement. Moi aussi, Matécha, j'ai l'impression de satisfaire mon goût pour les repas copieux en mangeant au MAD parce que j'ai une grosse assiette, donc je mange longtemps, c'est bon, puis je me gâte à ce moment-là. Ça fait que, donc, c'est ça. Et c'est quelque chose qui va passer. Et ça, il y a énormément, énormément de personnes qui ont adopté l'alimentation carnivore pour de bon, qui ont rapporté avoir vécu cette période d'ogre-là. OK? Puis, la raison pour laquelle c'est comme ça, on ne sait pas, mais ce que je peux vous dire qui est important, c'est de manger, de toujours manger à sa faim. Ça fait que, puis de le faire, tu sais, de le faire dans la période d'alimentation, de maintenir le, le, le jeûne intermittent. Donc, si tu as vraiment tellement faim que tu ne peux pas manger au mal, tu ne dois pas manger au mal à ce moment-là. Le homard doit venir parce que, non, Joanne, c'est ça, quand je mange 2 repas, à ce moment-là, je vais couper mes repas. Les deux, je vais les diminuer, justement, parce qu'à un moment donné, je ne veux pas avoir de problème non plus. Donc, je vais diminuer un peu à ce moment-là. Donc,
Je sais plus ce que je t'ai rendu. Seigneur, c'est l'enfer. Oui, c'est ça, log. Oui, c'est ça. L'important, je reviens, Sylviane. L'important, c'est de manger à votre faim, à l'intérieur de la faim d'alimentation, de votre 6 heures, puis de jeûner la balance du temps. Et j'ai comme, puis ça c'est une hypothèse, là, mais c'est comme si j'aurais l'impression que le corps a comme été en carence de protéines pendant un certain temps avant, et que là, le fait qu'on y en fournisse autant, il se dit, hey, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'ai des paquets de choses à réparer, je dois renouveler mon stock d'acides aminés, tu sais. Et c'est un peu comme ça que je vois le phénomène, même si j'ai aucune donnée scientifique, aucune étude qui me dit que c'est réellement ça ou pas. Ça fait que, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est quelque chose, OK? C'est le fait que les gens ne prennent pas de gras, ne vont pas engraisser. J'ai vu certaines personnes prendre du poids, mais quand on regardait leur composition corporelle, ils prenaient de la masse musculaire pendant cette période de temps-là. OK? Et ça a été mon cas. Aujourd'hui, mon poids se situe beaucoup plus entre 180 et 185 que 175 parce que j'ai pris de la masse musculaire. Puis je le vois dans ma composition corporelle, autant sur ma balance que physiquement sur mon corps, je le vois ça. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas répéter assez souvent. Vous devez tout le temps faire la différence entre prendre du poids et prendre du gras, entre engraisser et prendre du poids. C'est deux notions complètement différentes. Quand je prends du poids, je n'engraisse pas nécessairement. La seule façon que je peux prendre du poids rapidement, ça veut dire comme depuis hier, là, moi, à matin, je me suis pesé. Hier, je pesais 184. OK? 184,6. À matin, je me suis pesé, je paye 187,6. Ça, c'est la réalité. Là. Et est-ce que j'ai engraissé de 3 livres durant ma nuit? La réponse, c'est non. C'est impossible d'engraisser de 3 livres. Impossible. 0,2 livres par jour. Prendre du gras corporel, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, une livre par semaine maximum. Okay? La perte aussi, ça se fait sur le long terme. Il n'y a personne qui perd 3 livres dans une journée. Oubliez ça. Vous pouvez être à jeun à 100% puis aller courir 3 marathons. Et vous n'allez pas perdre 3 livres de gras, c'est pas vrai. Vous allez peut-être perdre 10 livres au total, mais ça va être de l'eau. Vous allez vous déshydrater. La variation de poids importante est toujours de l'eau. Parce que de l'eau, c'est pesant. Ça veut dire que moi, depuis hier, j'ai pris 3 livres en eau. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être que j'ai trop mangé de pain carnivore. Peut-être qu'il peut y avoir 1001 raisons. Mais là, je fais de la rétention d'eau. Et cette rétention d'eau-là, à un moment donné, je vais passer une journée à uriner plus souvent, puis ça va descendre, puis je vais revenir à 184, peut-être 183, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Prendre un peu de muscle va vous faire prendre beaucoup de poids, parce que le muscle, c'est quelque chose qui est très dense, versus le gras. Le gras, c'est quelque chose qui n'est pas dense du tout. Donc, de prendre juste un petit peu de masse musculaire peut vous faire prendre 2-3 kilos rapidement. C'est qu'il faut faire très attention à cette notion-là. Mais en mangeant comme un ox, cela veut dire que tu mangeais beaucoup plus que 1,5-1,8 grammes de protéines par kilogramme de poids. Du coup, ce n'était pas un problème. Non, ce n'était pas un problème. La limite, la vraie limite, Sylviane, c'est autour de 3,5 à 3,8 grammes de protéines par kilogramme de poids. Là, tu peux dépasser la capacité qu'a ton foie de métaboliser les protéines. Et ça devient dangereux à ce moment-là. Sinon, quand tu fais ça,
Tu réponds à l'appel de ton corps. Et ton corps ne cherchera jamais à t'empoisonner ou à te nuire. C'est-à-dire que si ton corps te demande de manger naturellement beaucoup plus de protéines et de gras comme ça, c'est parce qu'il y en a besoin. Attention, c'est pas vrai pour les glucides. Ton corps peut réclamer des glucides qu'il n'a absolument pas besoin à cause de l'addiction. Ça, c'est un autre contexte complètement différent. Mais c'est parce que là, je veux pas que les gens me disent ouais, ben là, mon corps, moi, il m'a dit qu'il fallait que je mange un gros gâteau au chocolat. Fait que je l'ai écouté, tu m'as dit que mon corps ne voulait pas m'empoisonner. Ça, c'est pas ton corps comme ton cerveau qui a développé une addiction et c'est une maladie. OK? Donc, on ne rentrera pas là-dedans, là, mais quand ton corps te demande de manger du steak, c'est pas une addiction. Okay? Oui, on peut peut-être être addict d'une certaine façon au steak, là, mais c'est pas une addiction. Moi, j'ai jamais vu personne manger une entrecôte de 650 grammes, puis après ça, dire hey, je file pour manger une autre entrecôte. Okay? Ça arrive pas. Ça arrivera jamais. Mais tu peux manger une entrecôte de 650 grammes avec des légumes, puis blablabla, puis de la dinde, puis ci, puis ça, comme exemple le repas de Noël. Et après ça, on va sortir la bûche de Noël, le sucre. Et qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va en manger. Pourquoi? Parce que c'est une addiction. Tu n'as pas besoin, tu es complètement satisfait, ton estomac il est plein, et pourtant tout le monde va se trouver de la place pour manger la bûche de Noël. OK? Donc, et le contraire n'est pas vrai. C'est pas vrai que si je sors une entrecôte de Noël avec une chandelle dessus, que le monde va dire ah oui, voilà le dessert, je vais manger une autre entrecôte. Ça n'arrive pas. C'est impossible. OK? Donc, c'est ça pour ça. Ce qui fait que ton corps va le réclamer. Donc, non, c'est pas un problème à ce moment-là. Euh, je reviens. Tu peux t'écouter, Sylviane, il n'y a pas de problème. Je n'aime pas cuisiner, je fais super simple, donc mes repas ne sont pas très variés. C'est gênant de toujours manger grosso modo la même chose. Ben, vite, non, absolument pas. En réalité, il y a une version de cette alimentation-là qui s'appelle le Lion Diet, OK, qui est du bœuf, de l'eau, du sel. That's it, that's all. C'est tout. Ça s'arrête là. Et il y a aux États-Unis, c'est une version qui a été popularisée aux États-Unis avec Jordan, Michaela Jordan, qui avait une condition de santé auto-immune très, très, très violente. Là. Et finalement, elle, c'est de cette façon-là, en mangeant de cette façon-là, qu'elle a pu renverser ça. Et dans son groupe, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont adopté cette alimentation-là, donc du bœuf, de l'eau, du sel, simplement. Et ces personnes-là vivent très bien, sont en parfaite santé, ils n'ont pas de carence, ils le font depuis des années et il n'y a aucun problème avec ça. Je te dirais que les problèmes sont souvent beaucoup plus au niveau des gens, au niveau de justement qui trouvent ça à un moment donné très redondant comme alimentation, puis qui aimeraient avoir de la variété. Ensuite de ça, il y a des gens qui vont dire oui, mais nos ancêtres carnivores mangeaient nose to tail, du museau à la queue. C'est important la variété, il faut manger de tout. Les organes sont super importants, manger du foie et tout ça. Et la réponse à ça, c'est non. C'est pas obligatoire. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Absolument pas. C'est très bon de manger du foie, ça contient beaucoup de nutriments importants et toute la kit. Cependant, est-ce que vous êtes obligé de le faire? La réponse, c'est non. Vous n'êtes pas, d'un point de vue scientifique, obligé de le faire. La preuve, c'est que des milliers de personnes mangent
du bœuf, de l'eau et du sel et sont en parfaite santé. Cependant, il y a des gens qui ont essayé de manger du bœuf, de l'eau et du sel et qu'ils ont ressenti des carences des membres. Okay? Et pourquoi ça peut arriver? Ben, on ne part pas tous bébés avec un système flambant neuf, un système métabolique dans top notch, en parfaite condition. Et admettons que moi, à l'âge de 40 ans, j'adopte une alimentation carnivore, mais que toute ma vie, je me suis carencé en fer, ça a endommagé mon système, et là, le fer, c'est pas un bon exemple, là, mais mettons en magnésium. Ok, je me suis carencé en magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose que la viande contient un peu moins. Et donc, je me suis carencé en magnésium et mon système est rendu sensible à ça. Bien, c'est possible que si je mange juste du bœuf dans ce contexte-là, de l'eau et du sel, que je manifeste des symptômes de carence en magnésium à ce moment-là, et que si je mange du foie, ben que ça vienne régler mon problème. Okay? Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je ressens un problème? Si j'ai un problème, un jour, je vais manifester des symptômes de ce problème-là. Parce que sinon, c'est pas un problème. Et donc, parce que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, ben, en carnivore, OK, j'accepte qu'il y ait un peu de vitamine C dans la viande. Bon, mais c'est des microgrammes et je devrais en consommer, mettons, 150 microgrammes par jour quotidiennement, puis j'en consomme juste 10, c'est impossible, tu sais. Donc, OK, parfait. Oui, c'est vrai que la norme, c'est X, puis tu n'en consommes pas la norme. Mais éventuellement, si tu ne consommes pas la quantité suffisante pour ton corps de vitamine C, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas développer un scorbut. On le sait, ça, c'est normal. Donc, si tu consommes des quantités minimes de vitamine C, mais que tu ne développes pas le scorbut, est-ce que tu consommes suffisamment de vitamine C pour toi? Même si c'est en deçà de la norme, bien, la réponse, c'est oui. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu manges du bœuf, de l'eau et du sel, et que tu n'as pas de symptômes, que la vie est belle, que tu peux bouger, vivre ta vie, faire de l'activité physique, marcher, travailler et tout le kit, est-ce que tu manques de quelque chose? La réponse est non. Mais est-ce que si tu manques de quelque chose, à ce moment-là, de manger un peu plus varié, ça peut être intéressant. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que si c'est ton cas à toi, c'est ton contexte à toi, de dire, puis là je ne parle pas de toi particulièrement, mais de toi en général, les gens, là, quand le problème que j'ai avec le message qui est véhiculé dans les groupes, c'est de dire, ben, moi, j'ai eu besoin de manger, j'avais tel symptôme, j'ai mangé du foie, ça a réglé mon symptôme, donc il faut qu'on mange du foie quand tu es carnivore. OK? Et le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est pas parce que toi, ça s'est produit de cette façon-là, que mon voisin à côté, lui, est obligé de manger du foie. Que c'est pas vrai que lui, il peut manger juste du bœuf, de l'eau et du sel, puis ne pas être, en anglais on dit thriver, là, donc ne pas prospérer, ne pas être top santé. OK? Évitons d'imposer nos contextes aux autres. C'est que, oui, tout le monde, pas tout le monde, il y a un paquet de gens qui peuvent très bien vivre avec une alimentation très simple, avec très peu de variété de viande. L'important, ce n'est pas la variété, c'est ce que vous mangez, le contenu en nutriments de ce que vous mangez. Et dans un steak, l'ensemble des 20 acides aminés qui sont nécessaires pour un humain, incluant les 9 essentiels pour un adulte puis les 11 essentiels pour un enfant, un steak contient, non seulement il contient au complet, mais la quantité qu'on considère comme étant nécessaire pour un être humain
est surpassé du double ou à peu près pour toutes les catégories. Puis qu'un steak contient aussi toutes les vitamines et minéraux qu'on a besoin. Donc, arrêtons de nous casser la tête et arrêtons d'essayer de normaliser les humains, de standardiser ce que tout le monde devrait manger. Manger une autre tutelle, est-ce que c'est mauvais? Non, ce ne sera jamais mauvais. Cependant, est-ce que c'est obligatoire? La réponse est non. Euh, bon, ça. Tout va très bien. J'ai un rein congénital. Ça veut dire. Ça veut dire quoi avoir un rein congénital, Diane? Mais en attendant, mais du foie, ça peut être du bœuf ou du veau. René, mais du foie, ça peut être. René, du foie, ça peut être du foie de morue. Ça peut, qui est très bon. Ça, c'est quasiment indécent, du foie de morue. Ça peut être du foie de bœuf, du foie de porc, ça peut être du foie de veau, ça peut être du foie de poulet. Les petits foies de poulet sont tout petits, tu achètes un paquet qui ça coûte rien. Tu peux les faire cuire, les passer au robot, puis faire des pâtés de foie avec ça. C'est vraiment très bon, mélangé avec du beurre. Ça me fait plaisir, Marie. De toute façon, j'ai terminé. Ah, t'es né avec un rein, Diane. D'accord, je comprends. Non, il n'y a aucun problème avec la viande ne nuit pas au rein. OK, ça, puis je vais terminer là-dessus, là. Ma dernière réponse que je vais donner là-dessus. Les protéines, OK, le mythe des protéines qui endommagent les reins, là, ça vient du fait qu'on mesure le dommage aux reins par les quantités de protéines dans l'urine. Et pourquoi on fait ça? Parce que les protéines, c'est une grosse particule, c'est une grosse molécule. Et le rein, dans le fond, c'est quoi? C'est un filtre. OK? Et un filtre, c'est quoi? C'est une membrane dans laquelle il y a des trous. OK? Et donc, je veux, normalement, les trous qu'il y a dans, un peu comme une passoire, les trous dans la passoire sont suffisamment petits pour empêcher les protéines de traverser les trous, mais laisser le liquide passer. Okay? Ça, c'est le but du rein. Et quand la passoire est endommagée, quand le rein est endommagé, ce qui arrive, c'est que les trous sont agrandis. Okay? Et donc, à ce moment-là, les trous vont commencer à laisser passer des protéines. Est-ce que c'est les protéines qui ont endommagé les trous, qui ont agrandi les trous? La réponse, c'est non. Principalement, ce qui va endommager la passoire, c'est la pression. Donc, faire de la haute pression va mettre de la pression sur la membrane et va finir par agrandir les trous et laisser passer des protéines. OK? Fait que l'important pour les reins, c'est la haute pression. Vous ne devez pas faire de haute pression. C'est comme l'exemple que donne le docteur Bourgeois-Roy. Souvent, c'est de dire un rein, un problème de rein, c'est comme exemple de dire j'ai des bleuets dans une passoire. Si, normalement, la passoire devrait retenir les bleuets. Si la passoire commence à laisser passer les bleuets, est-ce que je vais penser que c'est les bleuets qui ont endommagé la passoire? La réponse est non. C'est complètement ridicule. Un bleuet ne peut pas endommager une passoire. Mais le fait que je vois les bleuets traverser, c'est un signe que oui, les trous sont endommagés. Donc, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré que de manger énormément de protéines n'endommage pas les reins. Et non seulement ça, il y a des études qui ont même démontré, c'était des anecdotes, là, mais une anecdote, ça veut dire, c'est on a pris une personne qu'on a vu qui avait un cas particulier et on a documenté. Et il y a des gens qui ont vu qui faisaient de l'insuffisance rénale et qui ont adopté une alimentation carnivore, puis qui ont vu la condition de leurs reins s'améliorer. Okay? Donc, non seulement manger élevé en protéines, c'est pas problématique pour les reins, mais ça peut même permettre de renverser une condition d'insuffisance rénale. Okay?
comme je l'ai dit, c'était des anecdotes. Présentement, il n'y a pas d'études qui expliquent les mécanismes par lesquels ça se fait, mais c'est des choses qui ont été constatées, ça. OK? Puis c'est quelque chose de logique parce que, dites-vous bien, les protéines contiennent les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les briques du vivant. OK? Votre corps est fabriqué, tout est fabriqué à partir d'acides aminés, des assemblages d'acides aminés à partir de protéines. Et donc, si je veux réparer un rein, j'ai besoin de briques pour réparer le rein. Et c'est de où je les prends? Bien, je les prends des protéines. À ce moment-là, ça serait logique que ça se répare. Ce groupe, je vous remercie infiniment pour votre participation à mon Facebook Live, qui est encore un peu plus long que je m'attendais. Mais c'est ça. Et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. De toute façon, le défi se continue jusqu'au 31 octobre. Je vais continuer de publier à tous les jours des articles, des vidéos, et ainsi de suite sur le carnivore. Et pendant jusqu'au 31 et à répondre aussi à vos questions. Vous ne vous gênez pas dans le groupe. Vous avez toutes les questions. Ça me fait plaisir, Sylviane. Ça me fait plaisir, Léa. Linda aussi. Françoise, groupe, toute la gang. Merci à tous. Passez un bon fin de dimanche. Bonne soirée à mes amis. Hey, salut Corinne. Bonne soirée, mes amis en Europe. Bonne journée à toute la gang au Québec et profitez-en pour relaxer par cette journée pluvieuse. Ciao!